Bonjour Annie, comment vas-tu? Allô, François, je vais bien et toi? Oui, très bien. Tu es en forme pour débuter notre webinaire d'aujourd'hui? Absolument, toujours. Hein? Faut. Tellement, j'aime tellement ça, faire ces animations-là, François, avec toi, puis les gens qui viennent. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi. Est-ce que on a pas mal tout le monde? Est-ce que ce serait le moment de commencer? Oui, parfait. Donc, bonjour tout le monde. Il y a des nouvelles personnes aujourd'hui à l'écran. Alors, c'est le fun de voir des nouvelles personnes qui s'ajoutent de temps en temps pour nos animations. Alors, ça me fait réellement plaisir. Aujourd'hui, donc, on a le plaisir de discuter d'imputabilité. Imputabilité, un mot qui est ressorti un peu plus souvent ces dernières années dans les médias, entre autres dans le contexte de la pandémie ou à des moments où ça n'allait pas bien dans les CHSLD. Il y a eu des postes qui ont été créés de gestionnaires imputables en CHSLD. Donc, et ça a amené justement des questionnements chez plusieurs, à savoir, ça veut dire quoi l'imputabilité? En quoi je vais être responsable? À quoi ça rime? Est-ce que c'est on cherche un coupable? Donc, imputabilité, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et d'entrée de jeu, je vous le dis, on va parler d'imputabilité, on va parler de responsabilité, on va parler de culpabilité, on va parler de plein de choses. Alors voilà. Donc, François, j'aimerais vraiment ça t'entendre sur, d'entrée de jeu, sur l'imputabilité, à quoi ça fait référence pour toi. Alors, je te laisse donc débuter. Excellent. Bien, merci beaucoup, Annie, puis bienvenue encore une fois à tout le monde. C'est toujours un plaisir. Et un plaisir aussi pour les personnes qui vont nous suivre en différé, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se libérer sur l'heure du dîner et qui viennent consulter la chaîne YouTube par la suite ou encore sur nos différentes plateformes. Mais effectivement, imputabilité est un mot qui est très à la mode. Très à la mode, très répandu. Puis je crois que tu viens de soulever plusieurs points, là, Annie. C'est de voir de quelle façon on l'applique. Puis également de quelle façon, puis dans quel contexte. Parce que quand on parle d'imputabilité, euh, je suis très près du domaine, j'ai été beaucoup impliqué dans le domaine financier dans une vie antérieure. Donc, quand on parle de finance, on parle également de comptabilité. Donc, on va parler de poste budgétaire. Donc, j'ai par exemple une dépense qui est imputable sur un poste budgétaire. Et là, on est dans le domaine financier. On peut également avoir de l'imputabilité au niveau légal. Donc, imputable d'une faute, imputable d'un acte, de ne pas avoir respecté, par exemple, une loi ou une règle, d'avoir transgressé une loi ou une règle, qui fait que je vais être imputable et sanctionné. Et là, tu parlais de culpabilité tantôt, là, Annie, là, ça en fait partie. Et il y a l'imputabilité aussi qu'on peut mettre dans un contexte relationnel. Relationnel au niveau personnel, relationnel au niveau entreprise, au niveau d'une relation d'affaires également. Donc, je peux avoir le mot imputable qui est utilisé. Mais dans les faits, quand on parle d'imputabilité, je crois qu'il faut le mettre dans un contexte global, puis de voir avec les descriptions que donnait Annie tout à l'heure, comment je l'utilise. Et l'imputabilité peut être aussi, à mes yeux, un couteau à double tranchant. Un couteau à double tranchant parce que si je rends une personne imputable et non pas responsable suite à une action, un geste, un événement, donc je peux retourner la question vers moi-même puis me dire comment moi je suis imputable par rapport à la personne qui a commis, par exemple, un geste qui, dans mon évaluation, est réprimandable. Est-ce que j'ai communiqué de la bonne façon mes attentes? Est-ce que le descriptif du rôle, du poste ou de la tâche à accomplir était suffisamment clair pour que la personne puisse bien comprendre les enjeux avant de la rendre imputable? Donc, il peut y avoir une imputabilité qui me revienne à moi. Donc, un exemple que je peux donner, puis je faisais sourire Annie tantôt. Donc, Annie est étudiante en médecine. Je lui mets un scalpel entre les mains et je lui demande de faire une opération. Et elle loupe son opération. Mais le patient n'est pas mort, là, faites-vous-en pas. Elle loupe son opération. Donc, Annie est imputable. Elle a fait un geste qui peut être réprimandable, bon, qui n'est pas correct, mais foncièrement, là, l'imputabilité là, me revient également.
OK? Si elle n'avait pas le niveau de compétence pour être capable de faire la chose, donc pourquoi lui ai-je transmise moi-même? Donc, vous voyez, ça peut prendre une connotation très différente et c'est là où il faut voir en entreprise, dans nos activités de tous les jours, comment on est nous-mêmes imputables envers les attentes qu'on peut définir à l'égard d'autres personnes de tiers. Donc, voilà, Annie. Sûrement, tu as beaucoup de choses à rajouter là-dessus. Mais merci beaucoup, François. Oui, puis j'ai souvent rêvé dans ma vie que je faisais un cours de médecine et que j'étais médecin. C'était des rêves. Je rêvais à ça la nuit. Donc, tu me ramenais là, c'est drôle. Oui, absolument. L'imputabilité, en fait, prend plusieurs formes. L'imputabilité, et comme tu l'as mentionné, dans plusieurs sphères différentes de nos vies. L'imputabilité est également, tu l'as mentionné, à double tranchant, mais elle touche deux sphères. Elle touche la sphère qui est relative à la personne qui est devant nous. Donc, la personne qui est devant nous peut être imputable. Et moi-même, comme personne, je suis aussi imputable de certains gestes. Tu as fait référence, François, au niveau des organisations, quand on est en organisation. Donc, comme gestionnaire d'organisation, l'imputabilité, c'est comme gestionnaire, principalement, c'est de demander des tâches à un employé. Alors, pour moi, la tâche demandée, l'employé en devient imputable. Et ça m'est arrivé à des moments comme gestionnaire de demander à mes employés de faire des choses. Puis, à un moment, quand le délai était terminé, je n'avais pas la réponse aux demandes que j'avais faites. Alors, je rencontrais mon employé et voir ce qu'il en était, pour me rendre compte, en fait, qu'il n'avait pas compris la consigne, que peut-être mes explications n'avaient pas été claires ou qu'il ne savait juste pas comment s'y prendre pour réaliser le travail. Alors, pour moi, c'était, écoute, je t'ai confié un travail. Pour moi, je t'ai demandé de faire ça. Pour moi, tu portais la responsabilité de le réaliser. Et à mes yeux, à moi, l'attente que j'en ai eue, c'est que tu reviennes à moi si tu ne te sentais pas à l'aise de le faire, c'est que tu me questionnes si tu ne sentais pas que tu avais les outils pour le réaliser ou peu importe, que tu me reviennes me dire, Annie, je ne suis pas capable de le faire pour telle raison. Donc, pour moi, c'est la responsabilité qui est transférée à quelqu'un de réaliser quelque chose, mais c'est ma responsabilité aussi de m'assurer de donner les bonnes consignes pour que la personne puisse réaliser la charge que je lui ai transmise ou le travail que je lui ai demandé de faire. Et dans ce sens-là, c'est à deux tranchants. Et j'ai souvent été surprise comme gestionnaire de je ne savais pas comment faire. Je ne pensais pas qu'il fallait que je fasse ça. Je n'avais pas compris. Et je vous avoue qu'à chaque fois, je me sentais un peu en malaise, dans le sens où des tâches à accomplir, quand on me demandait professionnellement de faire des choses, souvent, j'en prenais la responsabilité. Si je ne comprenais pas bien, je m'assurais d'aller chercher l'information qui me manquait. Et parfois, on constate ça chez les plus jeunes. C'est comme si la responsabilité est moins claire. Alors, je me faisais un devoir dans ce temps-là de dire, écoute, je suis là, tu le sais, je suis là pour aider, pour t'accompagner dans ce que tu vas faire. C'est mon rôle d'être un agent qui dénoue les difficultés au fur et à mesure, qui amène les outils quand c'est nécessaire, qui amène un partenaire potentiel quand c'est nécessaire. Donc, pour moi, l'attente que j'ai, c'est que tu te tournes vers moi pour me dire quand ça ne va pas, quand tu n'es pas capable de rendre les choses. Donc, puis pour moi, c'est l'imputabilité que j'en ai, c'est de m'assurer que la personne comprenne bien. Donc, par la suite, j'ai mis en place j'ai travaillé différemment pour m'assurer de la compréhension de l'attente, m'assurer également que la personne se sentait adéquate pour jouer le rôle attendu, faire la tâche requise. Alors, cette responsabilité-là, donc, ou l'imputabilité, elle est dans deux sens. De s'assurer comme gestionnaire de bien transmettre les consignes, de bien transmettre le sens également, vers quoi on veut aller, ce qui est nécessaire, pourquoi on le veut. S'assurer que la personne, OK, j'ai bien compris, t'as-tu bien compris? Oui, j'ai bien compris, c'est parfait, j'y vais, je vais te faire ça, puis les délais, c'est correct? Oui, c'est parfait. Alors, il y a aussi cette réalité-là dans le sens où ce n'est pas qu'à sens unique, puis on doit aussi se remettre en question quand il est question justement de penser à l'imputabilité parce que là où il ne faut pas aller, c'est dans la culpabilisation. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Parce que quand on rentre dans ce champ-là de culpabiliser l'autre,
c'est qu'on se coupe, on se met des freins pour créer une relation positive avec lui, puis s'assurer qu'il avance positivement pour la suite dans les prochaines responsabilités que je vais lui confier. Alors, voilà, François, est-ce que tu as à ajouter à ce sujet-là? Écoute, on a une question ici de la part de Marc qui dit, est-ce de la délégation? C'est un bon point également. Oups, attendez un petit peu, je vais juste rediminuer ça. Voilà. Est-ce de la délégation? Bien, assurément que quand on demande une tâche, il y a une délégation qui est là, qui est faite absolument. Une délégation, puis oui, la délégation entre dans ça, parce que si, comme employeur, pour moi, il y a une tâche que je ne suis pas capable d'accomplir, puis je demande à un de mes employés de le faire, il y a une délégation dans ce geste-là. Mais la responsabilité, en fait, de réaliser la tâche est un peu différente de la délégation. Pour moi, la délégation, c'est le geste de transposer une responsabilité qui est la mienne à un employé que je sens compétent pour le réaliser. Je m'assure qu'il se sent également compétent pour le faire. Donc, je ne sais pas si François, tu donnerais une autre explication à ça? Oui, mais c'est parce que c'est très pertinent, Marc, en passant, là, parce que je peux déléguer une tâche, mais est-ce que je délègue la responsabilité? Donc, ça, c'est autre chose. Donc, je suis un employeur, je suis un manager ou un propriétaire d'entreprise, OK? Puis, je peux déléguer une tâche. Mais il reste qu'au final, si par exemple, j'ai quelqu'un, je vais prendre l'exemple RH. J'ai une personne, j'ai un directeur, une directrice RH, puis il y a une rencontre à faire avec un ou une employée pour recadrer une situation, quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, je peux déléguer la tâche. Mais la responsabilité de s'assurer que la personne qui a besoin d'être encadrée, recadrée dans ses fonctions, dans son rôle, va revenir à l'employeur. S'il y a un congédiement, une mise à pied qui est à faire, ce n'est pas la directrice ou le directeur RH qui va le faire. Donc, si je délègue ce genre de responsabilité-là à quelqu'un d'autre, bien là, je suis en train d'annihiler une responsabilité qui m'appartient à moi à l'intérieur de mon rôle de manager, de propriétaire d'entreprise. Donc, oui, il peut y avoir à l'occasion une délégation, mais à qui revient l'imputabilité de la responsabilité. Également, ben, je vais surfer là-dessus parce que tu as soulevé culpabilité aussi, non? Puis, il faut faire attention au niveau des cultures d'entreprise. Au niveau des cultures d'entreprise, dans le cas où je développe une culture d'entreprise basée sur l'imputabilité puis la culpabilité, fort probablement que je vais avoir de très grands défis pour les semaines, les mois et les années à venir, à recruter de la main-d'œuvre et à la fidéliser chez nous. Si je développe une culture d'entreprise qui est basée là-dessus, je me tire dans le pied à 300 000 $. Donc, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ça ne fonctionnera pas? C'est parce que le jeu va être très vite perçu de la part de tous mes employés et ils vont sentir un frein dans leur accomplissement, leur développement. Je vais limiter le niveau d'initiative, je vais limiter le niveau de développement et d'accomplissement des personnes dans leur rôle, dans leurs tâches. Donc, d'encourager l'erreur, c'est légitime. D'encourager la faute, c'est autre chose. Et là, je fais une distinction entre erreur et faute. J'aime beaucoup des exemples avec le sport. Donc, je pense que tout le monde connaît le hockey. On a un joueur de hockey qui joue en défense. Il est dans sa zone, point de mise en jeu. Et là, il repère le joueur de centre là, qui est au centre de la patinoire et qui est en train de se démarquer et il peut faire une échappée pour aller au filet adverse. Donc, mon joueur de centre est dans sa zone, point de mise en jeu, il a la tête levée, il regarde le joueur, il tente de faire sa passe, mais comme il n'a pas les yeux sur la rondelle, il passe par-dessus la rondelle. Le joueur adverse voit que la rondelle est libre, la ramasse, s'en va au filet, en glississe, top net, met dans le but, compte. Et c'est le but. Donc, ce que notre joueur de défense a fait, c'est une erreur. Une erreur, c'est une erreur d'attention, c'est une erreur de jugement, c'est une erreur dans son jeu d'avoir lâché de son champ de vision la rondelle. Je reprends le même jeu,
Notre joueur de défense fait la même chose. Le joueur adverse ramasse la rondelle et mon joueur de défense, pour empêcher le gars de se rendre au but, prend son hockey puis il en donne un léger coup, okay, avec beaucoup de vélocité, puis il casse son bâton dans les mains. Donc, est-ce que c'est une erreur ou une faute? Il le sait qu'il n'a pas le droit de faire ça. Donc, vous voyez, là, la distinction entre erreur et faute, c'est ce qu'il faut faire au sein de notre sujet d'aujourd'hui, au niveau de l'imputabilité, d'être capable, comme gestionnaire, de faire une distinction entre une erreur et une faute qui est commise. D'encourager l'erreur, ça ne veut pas dire d'encourager les gens à faire des fautes. C'est d'encourager les gens à faire preuve d'initiative, à sortir des sentiers battus, à faire preuve d'innovation, de création. Et bien entendu, ça amène un esprit collaboratif qui va porter l'entreprise à des niveaux beaucoup plus élevés que de rester dans le sentiment de culpabilité. Si je fais ça, il va m'arriver quoi? Est-ce que la tête va me tomber? Est-ce que je vais me faire ramasser? Est-ce que je vais me faire sanctionner? Okay? Donc, si je suis là-dedans, là, c'est une culture d'entreprise qui est très malsaine. Donc, voilà pour ce bout-là, Annie. Je ne sais pas si tu as des choses à dire là-dessus. Bien, absolument, je vais rebondir dans le fond. Je lisais hier justement en me préparant pour la rencontre d'aujourd'hui, je lisais sur l'imputabilité, le leadership et je ne me souviens plus du nom de l'auteur, mais il y a un enseignant à la faculté de Toronto, à l'Université de Toronto qui lui mentionne que la responsabilité du leader, c'est de créer un lieu de travail qui donnera une sécurité psychologique à ses employés. Et c'est dans cette sécurité psychologique-là que la performance, normalement, prend un sens plus grand, où les gens ont davantage de l'intérêt à s'investir professionnellement s'investir davantage professionnellement pour atteindre les objectifs de l'organisation et en faire toujours un peu plus. Pour créer donc cet espace-là de sécurité psychologique. Puis Dieu sait que présentement, avec la réalité pandémique, on entend beaucoup parler comment psychologiquement c'est parfois difficile dans les organisations. Et d'où l'importance que les gestionnaires, les leaders d'entreprise et d'organisations pensent justement à cette réalité-là, où on doit agir avec vraiment des habiletés relationnelles de façon plus marquée. Puis par rapport à ça, en fait, il y a le sommet mondial, le sommet économique mondial de 2015 qui a eu lieu. À ce moment-là, ils ont fait une projection des qualités requises en 2020 au niveau du leadership et des gestionnaires des grandes organisations mondiales. Et donc en 2015, ils projetaient pour la première fois comme étant une des qualités requises pour 2020. Il projetait pour la première fois justement l'aspect habileté relationnelle. Alors, dès 2015, on voyait que c'était en train de poindre. Et réellement, avec ce qui se passe, la réalité pandémique a amené encore plus d'impact par rapport à ça et on le conçoit encore plus parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont en souffrance. Les employés sont en souffrance à l'heure actuelle parce que justement, les gestionnaires n'ont pas réussi à s'adapter puis accompagner positivement leurs employés dans toutes les difficultés qu'ils vivaient en milieu de travail, mais également dû à la réalité pandémique. Puis je ne veux pas me mettre que l'emphase sur la responsabilité de l'employeur, mais il faut quand même le voir comme étant une responsabilité de mettre en place les modalités au sein des organisations pour que les équipes, les travailleurs se sentent en sécurité, qu'ils sentent qu'ils sont accompagnés en fonction de leurs défis et que l'organisation fait preuve de résilience, fait preuve de compassion, ferait preuve aussi, est en mesure de les amener à faire un pas de plus vers la motivation, vers l'atteinte des résultats. Donc, c'est important d'en prendre conscience de ça et de voir est-ce qu'on met en place des mesures et des modalités qui permettent la mise en place justement d'un accompagnement plus juste et adapté à ce qui est maintenant la réalité du monde du travail où on a besoin d'utiliser nos qualités personnelles pour agir avec nos gens. Je ne sais pas s'il y a des questions jusqu'à maintenant à ce niveau-là ou des interventions que vous souhaiteriez faire. Alors, je vous invite à nous lever la main et à nous le dire si c'est le cas. Oui, Karine qui est tout sourire, là. Il me semble qu'elle a quelque chose à nous dire. Non. En fait, je trouve ça intéressant l'approche de la différence faute-erreur. Parce que c'est souvent ce que j'avais vécu dans mon ancienne vie. Beaucoup les gens demandaient qui a fait ce dossier-là, c'est qui, puis là, on essayait d'apporter la notion, oui, mais c'est un travail d'équipe.
Tandis que là, à l'endroit où je travaille en ce moment, qui n'est pas nécessairement l'UQAM, là, mais un autre cabinet qui axe beaucoup justement sur, c'est pour ça que je m'étais inscrite au cours, je trouvais ça vraiment un bon addon d'être invitée sur l'imputabilité et l'innovation, le droit que les employés osent, tout en disant, tu sais, ose, si jamais il y a quelque chose, on va être là pour te rattraper. Puis vraiment, on dirait que les mots que vous avez mis là, sur la différence faute, erreur, m'aident un petit peu à absorber toute cette nouvelle notion-là, dans le fond, de façon de faire. Je me permets même d'aller un petit peu plus loin, Karine, sur ce que tu viens de soulever. Tu vois, je parlais avec Annie tantôt, là, c'est au niveau de la conscience. Parce que, tu sais, est-ce que volontairement, quelqu'un va s'organiser, par exemple, pour ouvrir son ordinateur puis laisser entrer un virus? Parce qu'on sait que, bon, il y a des cas de cyberattaques là, qui arrivent à répétition là, depuis 2 semaines. Là. Mais est-ce que l'employé, est-ce que le gestionnaire dans une entreprise va faire exprès de laisser rentrer un virus? Je ne pense pas. Donc, c'est au niveau de la conscience. Donc, imputabilité, là, moi, je fais un lien direct avec le niveau de conscience. Donc, si une personne n'est pas consciente de ce qu'elle fait, on est beaucoup plus dans l'erreur que dans la faute. Donc, à ce moment-là, okay, c'est là où je pense qu'on est capable, dans une mesure, de faire la distinction entre imputabilité puis responsabilité. Donc, ça amène à un autre niveau. Et c'est là où c'est important parce que si on a une culture de terreur, puis je ne ferai pas de jeu de mots ou d'images, si j'ai une culture de terreur, ça va être épouvantable ce qui va arriver. Donc, on a de très grands défis actuellement en entreprise au niveau de la main-d'œuvre et je pense que c'est important d'avoir une culture qui permet de favoriser la collaboration, qui permet de favoriser, de développer une énergie, une synergie au niveau des équipes de travail pour faire grandir chaque personne et par le fait même faire grandir chaque entreprise. Puis, une des raisons principales aujourd'hui pour laquelle les gens quittent leur organisation, c'est le manque de responsabilités qui leur sont confiées, puis le manque d'implication dans les processus de l'entreprise. Donc, si je prends soin de responsabiliser, puis d'impliquer mes employés, mes gestionnaires, mes collaborateurs, bien, toute mon entreprise, mon organisation va en soutirer des bénéfices, puis les personnes vont avoir un sentiment d'appartenance qui va être très élevé. Je me permets de raconter une petite anecdote que j'ai lue sur un journal l'autre jour. C'est une entreprise américaine. C'est une entreprise américaine qui offre un boni de signature de 10 000 $ à chaque personne qui s'inscrit pour combler un poste dans l'entreprise. Et tout ce qu'elle leur demande, c'est de rester 1 mois. Après 1 mois, si vous voulez quitter, vous quittez, puis on vous donne le 10 000. Ce que j'ai lu sur l'article, on peut dire qu'il y a des fake news. Hein? Ce que j'ai lu sur l'article, c'est que finalement, il n'y a personne qui quitte l'entreprise. C'est que l'entreprise a mis en place des procédures, des processus pour faire en sorte que l'esprit collaboratif, facilitant l'intégration de toutes les personnes à l'intérieur de l'entreprise, que ce soit un sentiment « wow » et que ces personnes-là restent à l'intérieur de l'entreprise. J'ai trouvé ça génial. Est-ce qu'on a beaucoup d'entreprises, on ne parle pas à l'étranger, mais est-ce qu'on a beaucoup d'entreprises au Québec qui seraient en mesure de faire la même chose? Ça veut dire qu'on a du boulot. On a de la job à faire. Annie, je te repasse la parole. Oui, absolument. Merci. Puis, c'est hyper intéressant ton commentaire, Karine, parce que justement, moi aussi, j'ai beaucoup vu ça en organisation où on cherche un coupable sur quelque chose qui aurait été mal fait ou qui aurait été bien fait. Et les façons d'agir pour défaire ça, en fait, c'est davantage de travailler en collaboration avec ses employés, de voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement ensemble. Faire ça avec les employés en individuel, c'est la seule voie, mais faire ça avec l'équipe. Est-ce que pour développer justement la collaboration puis le développement entre pairs,
et voir, bien, y a-t-il une twist à donner différente? Comment on pourrait prendre ça? Au lieu de pointer le problème puis chercher le coupable, comment on reprend ça? Puis qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Puis comment on reprend ça maintenant et on fait mieux à partir de là? Donc, quand on agit de cette façon-là, c'est qu'on construit, on co-construit avec nos gens. Et en effet, François, aujourd'hui, justement, il y a peu d'entreprises qui se tournent vers ses employés quand il est le temps d'envisager de l'amélioration des processus. Il faut en venir à ça parce que souvent, c'est les employés qui savent où ça blesse, où il y a une préoccupation, où il y a un enjeu, où le processus n'est pas fluide. C'est les gens qui le savent. Donc, plus on va travailler dans ce sens-là, à solliciter la collaboration de l'équipe comme gestionnaire, plus on va trouver des avenues qui vont être porteuses pour l'avenir. Mais en même temps, ça crée une dynamique d'équipe extraordinaire. Puis ça responsabilise les gens dans leur propre développement et le développement de l'organisation. Alors, plus on les met à profit, plus on trouve des voies de passage pour justement se co-développer ensemble. Et c'est ça, là, c'est puissant quand on est gestionnaire d'agir de la sorte, parce que c'est vraiment de cette façon-là qu'on apprend à nos employés à nous faire confiance. C'est-à-dire qu'il ne cherchera pas le coupable, il va chercher la solution. Mon employeur va chercher la solution avec moi. Il ne cherchera pas le problème, il ne veut pas mettre un doigt sur le problème, puis qui est le problème. La solution, on va trouver la solution, puis on va essayer de la trouver ensemble. Alors ça, c'est vraiment important. Et puis voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui auraient aimé ajouter là-dessus? Non? Oui, non? Oui, alors vas-y, Monique. Vas-y, Monique. Oui, bonjour. Alors, bonjour. Moi, je suis travailleuse autonome. Le sujet de l'imputabilité, c'est intéressant parce que j'ai une expérience aussi dans mon ancienne vie professionnelle d'avoir été, disons, salarié. Maintenant, c'est différent. Je suis conseillère en sécurité financière au sein d'un cabinet de services financiers chez SFL Gestion de patrimoine, Outaouais. Alors, l'imputabilité, elle est complètement sur mes épaules, en tout et partout, pour toutes mes actions, mes interventions et tout et tout. Et ça, c'est la même chose pour mes collègues aussi dans le domaine, dans l'industrie. Il n'en demeure pas moins. Puis la façon dont ça fonctionne chez SFL, c'est que chaque agence a sa personne directrice, un directeur ou une directrice d'agence, et qui porte quand même le projet comment dirais-je, de faire fructifier les personnes qui sont là, les idées, les projets. Et tu sais, comme j'ai embrassé les deux mondes, je peux voir l'imputabilité aussi de façon nouvelle, novatrice et différente maintenant. Puis, c'est important, quand vous avez parlé de délégation, des fois, les gens peuvent se sentir désinvestis parce qu'on leur a juste, excusez le terme, pitché des tâches, déversé des tâches sans aucune responsabilité. Alors ça, des fois, c'est insidieux, fait qu'ils peuvent se sentir déresponsabilisés, puis « Oh, j'avais à faire ça. Ah, bon. Ah, c'était quoi le délai? » Tu sais, c'est plus ou moins une espèce de nonchalance qui s'installe. Alors que quand il y a véritablement un transfert de tâches et de responsabilités qui vient avec, là, la personne a comme un genre de sens plus aigu de conscience de qu'est-ce qu'elle doit faire, comment, quand, puis ça vient avec une plus grande, je dirais, motivation aussi pour atteindre un but fixé. Oui. Donc, oui, c'est ça. C'est ça mon propos. C'est très, très pertinent. Oui, vas-y. C'est très pertinent ce que tu apportes, Monique, parce que oui, quand on fait justement, on demande la collaboration, puis qu'on délègue des responsabilités, c'est important de donner, d'une part, le sens au travail. C'est-à-dire, je te donne ça, pourquoi je te le donne, pourquoi c'est à toi que je le donne, pourquoi je reconnais que tu es capable de le faire, puis quelle est ta responsabilité dans ce mandat-là, puis à quoi ça va me servir ou à quoi ça va servir à l'organisation. Puis ça, en fait, je le vois beaucoup parce que, vous savez, je donne la formation en entreprise sur le leadership et souvent, justement, les leaders oublient de donner le sens au travail à réaliser. Puis, en même temps,
c'est comme si le fait d'être dirigeant, c'est à sens unique. Je te demande de faire ça, fais-le. Alors que non, c'est pas que ça. Au contraire, c'est de dire, voilà, j'aimerais ça que tu me fasses ça parce que, puis ce que je vois pour toi pour la suite, c'est ça. Puis si tu me fais ça, bien, ça va peut-être t'amener, je veux voir si tu es capable parce que j'ai des idées pour toi. Je voudrais t'amener ailleurs. Je voudrais t'amener à t'élever dans l'organisation. Alors, plus on avance de cette façon-là, plus on donne du sens, puis en même temps qu'on responsabilise. Puis responsabiliser les gens, c'est à travers la communication. C'est à travers, puis c'est pas, comme on le mentionnait, c'est pas dans la culpabilisation, c'est dans la communication de part et d'autre. Ce n'est pas qu'à sens unique. Il faut bien communiquer, mais il faut accepter d'être questionné, puis valider la compréhension mutuelle. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. François, je pense que tu voulais ajouter aussi. Oui, puis je n'en ferai pas une grande histoire, mais j'ai travaillé dans le domaine de l'assurance et des services financiers pendant 25 ans, Monique. Et je ne raconterai pas toute l'histoire parce que ça serait trop long, là, mais un jour, j'ai foutu à la porte de j'étais directeur de centre financier en fin de carrière, j'ai foutu à la porte du centre financier la directrice principale de la conformité de la compagnie. Parce que ça a fait un branle-bas de combat au siège social. Mais je reviens à la conscience. Donc, j'ai une conseillère qui a fait une erreur mal guidée par une directive du siège social et on tentait de la rendre coupable d'un geste, OK, sur lequel elle avait été mal guidée. Et on parlait de lui faire une plainte à l'autorité des marchés financiers puis de la suspendre. Donc, pour moi, c'était inadmissible. Donc, tu vois, là, conscience d'une erreur, donc c'est une faute. Inconscient, c'est une erreur. Donc, il y a une erreur qui a été commise. Cherchons pas à qui couper la tête, mais cherchons à corriger l'erreur, une erreur qui se corrige, qui se corrigeait en passant. Là. Mais j'ai gagné mon point, mais cette personne-là, là, au lieu d'être sanctionnée pour quelque chose dont elle était victime, elle aussi, à l'intérieur d'un processus, mais ça change complètement son thinking, son mindset au travail par la suite. Parce qu'autrement, l'avoir lui laissé là-dessus, là, qu'est-ce qu'elle aurait fait comme conseillère dans son job à chaque jour, étant sur le qui-vive de ne pas savoir qu'est-ce qui va arriver, si elle fait la bonne chose ou pas la bonne chose. Donc, c'est là où je pense qu'il faut être diligent puis faire preuve de gros bon sens. Annie, rendu à ce moment-ci, tu as certainement d'autres choses à nous dire. Je vais ajouter à ça, François, parce que justement, la semaine passée, j'accompagnais une équipe de gestion dans une activité de co-construction. Puis, par rapport à ça, en fait, ce que je trouve intéressant de ton point, François, c'est que quand on est en rôle de gestion, pas avoir avoir une seule opinion, l'opinion d'une seule personne, s'assurer de faire le tour de la question, s'assurer de voir, à faire le tour vraiment des problématiques pour s'assurer de bien cerner la situation, bien comprendre le problème s'il se situe où, pour justement déceler, bon, y a-t-il une responsabilité, à qui elle appartient, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce qu'on est souvent très, très rapide, puis on prend l'opinion d'une personne pour dire, OK, elle agit de même, ça n'a pas de sens, je vais aller y taper dessus, tu sais. Mais c'est ça. Donc, de faire le tour de la question est super essentiel. Et souvent, ça donne une image différente du problème, puis ça nous permet d'agir à la bonne place. Donc, voilà. François, un devoir. C'est ça que tu voulais qu'on parle de... C'est sûr qu'à chaque fois que tu me posais la question sur le devoir, je vais te dire prendre conscience. C'est vraiment dans la conscience de vos gestes, des situations, des événements qui arrivent. Puis ne pas tomber sur le pilote automatique là, au niveau de vos apprentissages passés, puis de continuer à répéter ce que vous avez déjà appris ou ce que vous avez déjà vu. Donc, vous trouvez intéressant, pertinent, percutant ce qu'on vous a partagé aujourd'hui, mettez ça dans votre bloc mémoire ici, retenez 1, 2, 3 idées et assurez-vous de pouvoir les intégrer à l'intérieur de vos activités, dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie amicale aussi. Donc, d'en intégrer des notions et ça va faire une différence. Voilà. Merci, François. Très beau devoir. Donc,
Est-ce qu'il y avait une dernière intervention? Est-ce que vous vouliez ajouter à ça des commentaires de votre part? Ou encore nous faire une suggestion d'un prochain sujet. On aime être challengé. Donc, le sujet de l'imputabilité, on l'a remis pendant 3 semaines de filet parce que vous nous avez soumis d'autres sujets. Donc, si vous nous laissez libre cours, on va choisir nos propres sujets. Mais c'est le fun quand on reçoit des défis. Absolument. Un sujet? Surtout qu'on n'a même pas décidé le prochain sujet. Marc, as-tu levé la main? Ouais, ben oui, comme ça. Ils n'ont pas la petite main verte dans le coin, comme Monique est capable de faire. J'ai un point qui n'a rien à voir avec ce qu'on a parlé. Je suis intrigué par la balance de ce qui est écrit sur le chandail de Jonathan. Parce que là, je suis capable juste de lire I'm an estimator, to save time, let's assume, puis je ne sais pas quoi. Let's assume that I'm wrong. Never wrong. Never wrong. C'est ça, never wrong. Je l'ai piné tantôt sur le plein écran pour lire le bas. J'ai toujours non. C'est bon. J'aimerais bien, par exemple. C'est bon. Mais ça n'arrive pas. Les commentaires que j'aurais, Annie, François, peut-être des suggestions, je ne sais pas. Il me semble que c'est un terme d'imputabilité, c'est tellement large que moi, je regardais ça et je me disais, tiens, on va parler de responsabilisation. En anglais, ils appellent ça l'accountability. Puis là, j'ai dit, en même temps, quand je regarde ça, on voit aussi empowerment, qui est la responsabilisation, si on veut, qui est un thème bien populaire là, dans les années 2000, à partir des années 2000 à peu près. Tout le monde parlait d'empowerment dans les entreprises. Fait qu'il y avait ce point-là. Puis pour moi, la délégation, elle rentre dedans, mais je ne sais pas si on l'a couvert assez pour qu'on comprenne tout ce dont on parlait avec l'imputabilité aussi. Et un dernier point, je veux juste faire un commentaire continu dans la même veine qu'Annie allait. J'ai d'ailleurs fait un post déjà là-dessus, mais c'est un peu ce que je pense au niveau de chercher le responsable, de ne pas chercher le responsable, concentrer plutôt ton énergie dans la recherche de la solution. Parce que si tu passes ton temps à chercher c'est qui le coupable, tu as moins de temps pour trouver la solution. Puis en plus, c'est que les gens qui pourraient t'aider à trouver une solution, eux, ils se disent « Oh non, si jamais je propose une solution et elle n'est pas bonne, on va me taper dessus aussi. » Ça fait que c'est vraiment jamais la bonne façon de fonctionner. Ça fait que je suis totalement d'accord avec le point. C'était mes commentaires. Merci beaucoup, Marc. Très intéressant. Donc, François, je pense qu'on va choisir une thématique, toi et moi, pour la semaine prochaine. À moins que quelqu'un ait quelque chose à nous proposer dernière minute. Ça? Non, ça va? Donc, on va choisir une thématique. J'ai quelque chose à suggérer, moi. Oui, vas-y. Connais-tu la méthode REX? REX, ce n'est pas le chien, là. C'est la méthode REX. Non, j'aimerais ça t'entendre, par exemple. OK. La méthode REX, R pour retour et X sur expérience. Donc, le retour sur expérience. J'applique ça, entre autres, dans des entreprises, puis c'est phénoménal. On parle d'imputabilité, de responsabilité, de délégation. Donc, je pense que ça pourrait être un excellent sujet la semaine prochaine. Et comment faire des retours sur expérience pour valoriser chaque personne à l'intérieur d'une organisation puis de les amener à un autre niveau. J'embarque à 100 François. C'est une très belle proposition. Donc, voilà, notre prochain sujet. Retour sur l'expérience. Merci tout le monde. Ça a été un plaisir de vous voir. Alors, on se voit la semaine prochaine. Merci d'avoir été présent et d'avoir participé. Merci. Bonne semaine. Soyez prudents.